Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être présent à ce webinaire. Merci d'être inscrit. Donc, nous allons commencer. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau et j'essaierai d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter mon mémoire d'actuariat. Donc, il s'intitule Utilisation de la DSN et de l'open data pour élaborer et expliquer un zonier incapacité. Alors, ce mémoire a été réalisé durant mes études à l'ENSAE et donc je l'ai réalisé chez Malakoff Humanis. Alors, j'ai découpé ma présentation en 8 parties. Alors, la première, ce sera l'introduction. Ensuite, nous détaillerons la méthodologie implémentée dans le cadre de ce mémoire. J'ai un petit problème, j'arrive pas. Voilà, pardon. Je répète. Donc la première part, donc on va commencer par l'introduction et la méthodologie. Ensuite, nous verrons la première étape de la modélisation. Première étape de la méthodologie, pardon, qui sera la modélisation du risque incapacité. Nous utiliserons cette modélisation, enfin notamment les résidus. Donc, il va nous falloir les agréger à la maille géographique qu'on a utilisée, à savoir le code postal. Donc, ça sera la 4e étape. Ensuite, il va falloir élaborer le zonier. Ensuite, donc, interpréter ce zonier avec les shape values et nous allons aussi traiter les codes postaux avec peu ou pas d'affiliés. Donc, c'est des codes postaux où on n'avait pas suffisamment de données et du coup, on va leur attribuer une classe de risque dans cette étape-là. Et pour finir, nous allons valider le zonier et conclure. Alors, donc commençons par l'introduction. Alors, tout d'abord, la DSN, donc la déclaration sociale nominative. Alors, c'est un système qui permet à tout employeur de déclarer de façon unique, dématérialisée et mensuelle un ensemble d'informations liées à la protection sociale de ses salariés. Alors, notamment des renseignements sur les contrats de travail. On va voir par exemple les dates de début, dates de fin, les motifs de fin de contrat de travail comme départ en retraite, rupture conventionnelle, licenciement, etc. On va avoir aussi des informations sur les rémunérations et les primes des salariés. Et pour finir, des informations sur les arrêts de travail. Et d'autres. Mais nous, ce qui nous a le plus intéressé, donc, c'est la partie sur les arrêts de travail. Néanmoins, il faut avoir en tête que la DSN n'a pas été créée pour que les assureurs aient les arrêts de travail plus vite, entre guillemets. C'est un objectif beaucoup plus global qui est de simplifier les démarches administratives des employeurs en remplaçant plusieurs autres déclarations. Notamment, la DSN, elle est envoyée à plusieurs acteurs comme Pôle emploi, l'assurance maladie, les finances publiques. C'est notamment le canal utilisé pour le prélèvement à la source depuis qu'il a été mis en place en France. C'est aussi envoyé aux caisses de retraite complémentaires comme l'Agirc Arrco, bien évidemment à l'URSSAF et aussi aux organismes complémentaires d'assurance, donc les institutions de prévoyance, mutuelles et assureurs. Alors, comme tout, il y a des avantages et inconvénients. Alors, les principaux avantages de la DSN sont une bonne qualité des données, qu'on peut justifier par le fait que c'est basé sur l'acte de paix et qu'elles sont destinées à plusieurs organismes. On peut, a priori, comme c'est des données qui sont envoyées à des acteurs importants, on peut supposer que les employeurs font attention dans leur déclaration. Ensuite, donc, un autre très gros avantage, c'est d'avoir accès à des informations qui sont actualisées parce que, en fait, on a des déclarations tous les mois, donc c'est actualisé et en plus, c'est conséquent. Donc, on a des informations sur l'ensemble du portefeuille et aussi sur les sinistres. Enfin, un inconvénient, c'est qui est aussi sa force, mais étant donné qu'on a beaucoup d'informations, c'est un challenge de pouvoir les exploiter et ça demande un peu de temps. Alors, j'ai essayé de synthétiser dans cette slide donc le contexte et l'objectif du mémoire. L'idée, c'est que le tarif en prévoyance, il dépend essentiellement de deux choses. Bon, c'est un peu simplifié, mais il dépend du choix des garanties du client.
et aussi de critères de tarification. Donc, les plus classiques étant pour la prévoyance collective la CSP, l'âge moyen dans l'entreprise, le secteur d'activité, la répartition hommes-femmes. Et l'idée était d'ajouter la localisation de l'entreprise dans cette tarification afin d'obtenir un tarif prévoyance collective. Alors, c'est vrai que tout le mémoire se concentre uniquement sur la prévoyance collective. On n'a pas traité le cas individuel. Alors, l'objectif du mémoire, comme on l'a dit, c'est d'élaborer un zonier sur le risque incapacité. Tout d'abord, il nous faut donc définir la sinistralité en incapacité. Alors, nous, on a décidé d'aborder le sujet d'un point de vue fréquence et durée, donc d'essayer d'avoir les deux dimensions. C'est pour ça qu'on a créé un indicateur, enfin, on a étudié l'événement avoir un arrêt de travail d'une certaine durée par individu sur une année. Et cet indicateur, il est utilisé de manière catégorisée selon les modalités citées, présentées dans la slide. Donc, absence d'arrêt de travail qui veut dire pas d'arrêt de travail, 0,15 jours, 15-30, 30-90, plus de 90 jours en arrêt de travail. Donc, on va passer à la deuxième partie, donc, qui est la méthodologie utilisée dans ce mémoire. Alors, la première étape consiste à modéliser les arrêts de travail à la maille individuelle en utilisant les variables déjà prises en compte dans la tarification prévoyance collective. Donc là, en résumé, ce que ça veut dire, c'est qu'en Y, en variable cible, en variable qu'on cherche à prédire, c'est la sinistralité qu'on a définie juste avant. Et en variable X, donc en variable explicative, on va avoir les critères de tarification, donc secteur d'activité, CSP, âge et genre, puisqu'on est passé à une maille individuelle, d'où le genre au lieu de la répartition homme-femme. Une fois qu'on a fait cette régression, on va utiliser les résidus de ce modèle, alors parce que c'est eux qui contiennent la part non expliquée de la sinistralité après prise en compte de ces variables. Donc, on va utiliser ces résidus qui sont une maille individuelle, mais il va nous falloir les agréger à une maille géographique pour construire un zonier. Donc, nous, on a décidé d'utiliser le code postal. Donc, c'est pour ça que c'est l'étape 2. En fait, pour agréger ces résidus à la maille code postal, on va faire quelque chose d'assez simple, c'est de créer des indicateurs à cette maille. Donc, on va faire la moyenne des résidus et la moyenne et les écarts types des résidus, notamment sur ces modalités-là. Et ça va nous donner plusieurs indicateurs au code postal. Une fois qu'on a ces indicateurs au code postal, on va pouvoir les modéliser et sortir un premier zonier. Donc, on voit que ce premier zonier contient notamment des parties en blanc dans la carte. Donc, il n'est pas complet. Et en fait, c'est les zones où on n'avait pas suffisamment de données parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'affiliés dans ces zones-là. Donc, il va nous falloir compléter cette carte. Ça va être l'objectif de la quatrième, ça va être un des objectifs de la quatrième étape de la méthodologie. Pour cela, on va utiliser de l'open data, donc des données INSEE, donc des données démographiques et socio-économiques comme le taux de chômage, la densité de population, les revenus. Et l'idée, ça va être de modéliser les classes de risque obtenues dans l'étape 3, donc c'est-à-dire avoir en variable cible, variable à expliquer la classe de risque, et en variable explicative, donc en X, on va avoir les données de l'INSEE. Et donc, on va construire ce modèle, et ce modèle va avoir deux objectifs. Donc, le premier qui va être de traiter les codes postaux avec peu ou pas d'affiliés, parce que maintenant qu'on aura ce modèle, on pourra leur affecter une classe de risque à partir de leurs données INSEE. Donc, on obtiendra la carte complétée ici. Et le deuxième objectif, ça va être de faire des interprétations avec les données INSEE et les shape values, concept qu'on définira plus tard. Et enfin, pour finir, nous allons valider la classification obtenue, notamment en comparant la modélisation du risque incapacité avec et sans la variable zonier. Donc, première étape de la méthodologie, la modélisation du risque incapacité. Donc voilà, ça correspond à la première étape. Alors, pourquoi on a utilisé un tel modèle? Donc, tout d'abord parce que c'est un GLM, on connaît bien les GLM, et parce que notre variable cible, enfin notre variable d'intérêt, c'est la sinistralité, et on a dit que c'était une variable qui était catégorielle avec 5 modalités. Donc, pas d'arrêt de travail, 0,15, 15-30, 30-90, plus de 90 jours. Alors, ce modèle, il nous donne un coefficient par modalité, donc par variable et par modalité. Donc, sauf pour la variable, pour la modalité pardon de référence, donc qui est l'absence d'arrêt de travail, c'est-à-dire pas d'arrêt de travail.
Donc, alors l'interprétation des coefficients peut se faire de manière quantitative, mais c'est un peu fastidieux. Donc, on va le faire d'un point de vue qualitatif. Ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, si on prend les arrêts de plus de 90 jours, on voit que plus on va sur les populations les plus âgées, plus le coefficient augmente, sauf pour les deux dernières modalités où le coefficient est proche. Ce qui veut dire qu'en fait, plus on va vers les populations plus âgées, plus cette population est risquée sur les arrêts de plus de 90 jours. Alors, ça, on peut avoir quelque chose d'un peu plus visuel avec le graphique ici à droite, où en fait, l'idée de ce graphique est de fixer toutes les variables, enfin, fixer un profil, c'est-à-dire toutes les autres variables explicatives, sauf l'âge, parce que c'est l'âge qu'on étudie ici, et de et de voir faire varier l'âge et voir les prédictions du modèle. Et donc, quand on fait ça, on remarque que donc là, c'est un profil très risqué. Donc, femme ouvrière travaille dans un secteur très risqué, classe 4. Et on voit que si on prend les arrêts les plus longs, par exemple, plus on va vers les âges les plus avancés, plus on est risqué sur les plus de 90 jours. Et à l'inverse, c'est pas quelque chose qui s'observe sur toutes les tranches. Par exemple, si on prend les arrêts les plus courts, c'est essentiellement les populations entre 25 et 50 ans qui sont touchées et les populations plus âgées sont moins touchées par ces arrêts courts. Donc, on va passer à l'agrégation des résidus au code postal qui correspondent donc à notre deuxième étape de la méthodologie. Alors, on va commencer par la partie en bleu ici. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va utiliser les résidus. Et en fait, comment on interprète les résidus, c'est que plus un code postal a un résidu important, plus il est risqué. Parce qu'en fait, si on reprend l'équation de régression, quand on avait notre sinistralité en variable cible et nos critères de tarification étaient nos variables explicatives, si on a un résidu positif et important, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose, qu'il nous faut rajouter quelque chose dans l'équation pour arriver à la vraie sinistralité. Donc, ça veut dire qu'on sous-estimait en utilisant que les critères de tarification classiques. À l'inverse, si on a un résidu fortement négatif, ça veut dire qu'avec les critères actuels de tarification, on surestime et donc potentiellement on est dans une zone moins risquée. Donc cette carte, ça représente les résidus moyens à plus de 90 jours. Donc il n'y a pas de modélisation dans le sens, c'est juste le résidu qu'on a agrégé et qu'on a représenté sur une carte. Donc plus on va vers le rouge, plus on est risqué. Donc, l'inconvénient de cette carte, c'est comme on l'a dit, c'est que on n'a pas beaucoup enfin, il y a beaucoup de codes postaux qui ont pas beaucoup de données au niveau du centre de la France. Et un autre désavantage, c'est que c'est une carte basée que sur un seul indicateur. Là, on s'intéresse qu'au plus de 90 jours. Ça, c'est un inconvénient. Nous, on voulait faire quelque chose de multivarié, donc d'utiliser plus d'indicateurs. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette étape, donc l'élaboration du zonier incapacité, qui correspond à la troisième partie de notre méthodologie. Alors là, il va falloir définir un concept qui s'appelle la structure de voisinage, qui est nécessaire pour la méthode qu'on a choisie. Alors la méthode qu'on a choisie pour construire le zonier, c'est la classification ascendante hiérarchique avec contrainte de proximité géographique. Alors c'est une méthodologie pas très connue, mais que qu'on a trouvé dans un papier en 2018 notamment de Chavant. Et l'idée de cette méthode, c'est d'incorporer des contraintes spatiales dans une CAH. Alors, une CAH, c'est une classification ascendante hiérarchique. C'est une méthode statistique très utilisée en clustering. Donc, c'est utilisé dans n'importe quel domaine. Ça peut être utilisé en marketing, par exemple. Et l'idée, c'est donc de partir d'une méthode statistique très générale et très utilisée dans beaucoup de domaines à une méthodologie utilisée spécifiquement pour des données spatiales. Donc, puisqu'on doit incorporer des contraintes spatiales, on est obligé de définir une notion de proximité géographique basée sur des distances ou des voisins géographiques. Alors, l'idée, ce que ça veut dire, c'est que nous, on a utilisé la notion de voisin et en gros, il nous faut définir qui est voisin de qui. Alors là, il y a beaucoup de définitions qui existent et nous, on a décidé d'utiliser les 4 plus proches voisins. Alors, pour faire simple, comment on définit ça? En fait, on prend un code postal, on regarde son centroïde, son centre, et on regarde on prend les 4 codes postaux dont le centroïde est le plus près de celui-là.
Et du coup, on a trouvé nos 4 plus proches voisins en termes de distance par rapport au centroïde du code postal qu'on considérait au début. C'est ce qu'on représente sur cette carte où en fait, on relie les codes postaux voisins entre eux. Ce qu'il faut noter, c'est juste qu'on n'a pas relié, avant de faire ça, on a exclu les codes postaux qui n'avaient pas ou peu de données, parce qu'en fait, on les modélisera que dans un second temps. Donc, du coup, on relie les voisins que parmi ceux qui avaient suffisamment de données. Donc, comme on l'a dit, la méthode qu'on a utilisée, c'est la classification ascendante hiérarchique avec contraintes de proximité géographique. Et on veut incorporer des contraintes spatiales dans une CAH. Et pourquoi on a fait cette méthode? Parce qu'en fait, cette méthode permet de tenir compte du voisinage dans l'attribution des classes de risque. Et du coup, en fait, ça va avoir un petit effet de lissage qui est intéressant dans le cadre de notre étude. Alors, je vais commencer par expliquer donc l'objectif d'un clustering en général. Alors, l'objectif d'un clustering en général ou d'une classification, c'est de créer des groupes de codes, enfin d'individus. Donc, pour nous, ça sera des codes postaux, tels que chaque groupe soit le plus homogène possible, c'est-à-dire que quand on regarde un groupe à l'intérieur, les individus se ressemblent le plus possible. Et par contre, à l'extérieur, que les groupes soient le plus différents possible, c'est-à-dire que le groupe 1 soit différent du groupe 2, le groupe 2 du groupe 3, etc. Donc ça, c'est l'objectif d'un clustering en général ou d'une classification. Et donc, nous, on a choisi d'utiliser donc la CAH, donc la CAH, classification ascendante hiérarchique, qui est une des méthodes de clustering les plus utilisées, qui est parmi les 2 les plus utilisées. Alors, son principe est relativement simple. Alors, l'idée, c'est de partir du bas du graphique en bas à droite, donc on appelle un dendrogramme. Et en fait, on considère chaque individu, donc pour nous, ça sera des codes postaux, chaque code postal comme un groupe, comme un cluster. Et l'idée, ça va être de les regrouper au fur et à mesure jusqu'à ce qu'à la fin, il ne reste plus qu'un seul groupe qui contienne tous les codes postaux. Donc là, c'est en fait tout en haut du dendrogramme. Donc on est ici. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant parce que comme on veut justement faire des groupes, on ne veut pas avoir juste tout le monde dans le même groupe. On veut un minimum de groupes. Donc nous, on a décidé de choisir 4 groupes. Donc c'est les traits qui sont c'est les rectangles qui sont en rouge ici. Alors, pourquoi on a fait 4 groupes et pas 5? Donc, le 5, ça aurait été le trait bleu. Alors, le trait bleu, en fait, on voit que si on passe à 5, ce que ça nous aurait fait, c'est que ça nous aurait divisé le groupe le plus petit qui est ici en 2. Et déjà que c'était le plus petit et en plus que c'était le plus risqué, c'était pas forcément intéressant d'un point de vue métier d'avoir 2 groupes très risqués. Donc, autant les laisser ensemble. Et c'est pour ça qu'on est resté sur 4 zones. Donc voilà, donc là, j'ai présenté que la CAH. Et l'idée, donc, comme on dit depuis le début, c'est d'ajouter des contraintes spatiales dans cette CAH pour avoir un certain lissage. Et donc, pour cela, on va utiliser, en plus des indicateurs relatifs à la sinistralité, on va utiliser la structure de voisinage qu'on a définie tout à l'heure. Et après, on va contrôler en fait le poids entre les deux avec un paramètre alpha. Alors ça, c'est les résultats de la classification hiérarchique spatiale. Donc, c'est la carte qu'on obtient. Pour faire une petite synthèse des paramètres qu'on a choisis, donc ce qu'on a dû choisir, c'est donc la structure de voisinage. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on a choisi les 4 plus proches voisins. Ensuite, on a aussi choisi le nombre de zones, donc qui correspond à 4 pour nous. Et enfin, on a choisi un certain paramètre alpha qui, comme on l'a dit, correspond au poids accordé à la cohérence géographique par rapport à la sinistralité. Et en fait, ça peut être vu comme un paramètre de lissage parce que si on l'augmente, plus on accorde de poids à la géographie et donc plus on lisse en fait. Et après, on présente juste ici une petite statistique bivariée. Donc, on représente les taux d'arrêt de travail à plus de 90 jours en fonction des zones. Et on voit que plus on va vers la zone 4, plus on est risqué, parce que plus les boîtes à mouchetage sont élevées. Néanmoins, il faut avoir en tête que ça, c'est vraiment une première stat. C'est une stat bivariée, donc ça tient pas en compte des potentielles corrélations. Et donc, on va faire quelque chose de plus abouti plus tard. Mais ça donne quand même une première idée. A priori, il semblerait que le zonier
soit pertinent et que la sinistralité diffère en France, enfin, selon les endroits de France. Alors, on va passer à la sixième partie, donc, qui est l'interprétation du zonier avec les shape values et au traitement des codes postaux avec peu ou pas d'affiliés. Donc, ça correspond à notre quatrième grosse partie de la méthodologie. Alors, on va faire une petite synthèse des indicateurs de l'INSEE qu'on a utilisés. Donc, c'est de l'open data. On peut regrouper ces indicateurs en cinq thèmes. Donc, le premier, c'est l'activité économique, donc des variables comme le taux de chômage ou la part de temps partiel parmi les salariés, des variables plutôt sur le revenu, comme le revenu déclaré médian, des variables sur les équipements, donc comme la densité médicale, des variables sur la population famille, donc comme la densité de population, et enfin des variables sur le logement, comme la part d'appartements parmi les résidences principales. Donc, une fois qu'on a créé cette base de l'INSEE, donc l'idée, ça va être de construire un modèle à partir de ces indicateurs pour prédire la classe de risque. Donc, nous, on a utilisé des forêts aléatoires. Une fois que ce modèle est réalisé, donc en fait, ce modèle, c'est en variable cible, on a les classes de risque, et en variable explicative qui vont nous aider à prédire, ça va être les variables de l'INSEE. Donc, une fois qu'on a ce modèle, on va pouvoir faire des interprétations à l'aide des valeurs de Shapley, donc des shape values. Alors déjà, comment on définit la notion de valeur de Shapley dans un cas de machine learning? Alors, dans un contexte statistique, la valeur de Shapley d'une variable explicative sur une observation, c'est la contribution de cette observation, enfin, c'est la contribution de cette variable, pardon, à la prédiction de l'observation. Donc, ici, pour une observation, une variable donnée, si on a une valeur de Shapley à 0,10, ça veut dire que cette variable elle contribue à 0,10 dans la prédiction de l'observation. Alors en fait, on a cette formule qui est vérifiée dans le cadre des shape values, donc c'est pas très propre peut-être mathématiquement, mais c'est assez intuitif. En fait, ce qu'on vérifie, c'est que la probabilité prédite pour une observation, c'est égal à la probabilité prédite moyenne sur l'ensemble des observations, sur toute la base, plus la somme des valeurs de Shapley sur toutes ces variables. Donc, on fait un exemple sur le 9e arrondissement de Paris. Donc, le code postal 75009, donc, il est prédit à 80% en zone 2. Et la prédiction moyenne sur toute notre base de données, c'était 0,38. Du coup, on observe un écart entre les deux de prédiction de 0,42. Et en fait, cet écart se décompose comme ceci, donc en fonction des valeurs de Shapley présentes ici. Et donc, on a le découpage avec les variables. Donc, c'est pour ça que quand on somme tous ces termes-là, on retombe sur 0,42 et on retrouve le 0,42 ici. Comment on interprète ce graphique? Donc, déjà, c'est trié par ordre décroissant de contribution. Donc, là, celle qui est la plus pertinente pour cet exemple-là, c'est la densité de population. Et donc, c'est la variable qui contribue le plus à la probabilité prédite de la zone 2, parce que ce graphique, il est que pour la zone 2. Et ça va contribuer à hauteur de 0,09. En résumé, on peut dire que si on part de la prédiction moyenne de 0,38, on rajoute, il faut rajouter plus 0,09 qui viennent de la densité de population. Et si on rajouterait toutes les contributions, on arrive au 0,86. Alors, tout à l'heure, on a présenté, donc, on a fait ce graphique pour un exemple particulier qui était le 9e arrondissement de Paris. L'idée avec ce graphique ici qui s'appelle un summary plot, c'est de représenter toutes les observations et pour chaque variable et de représenter toutes les shape values, donc pour avoir une vision beaucoup plus d'ensemble. Alors, ce graphique, comme tout à l'heure, il est trié par décroissant de contribution. Ici, on n'est que sur la zone 2 aussi. Et comment on interprète ça? Donc déjà, chaque point, c'est un code postal pour nous. Et il est colorié en fonction de la valeur de la variable ici. Donc, par exemple, les points coloriés en rouge, ça veut dire qu'on a une forte densité de population. Et les points coloriés en bleu, ça veut dire une faible densité de population. Ainsi, sur la droite donc, du graphique, ici, on est sur des valeurs de Shapley positives. Et ici, on est sur des valeurs de Shapley négatives. Donc, si on fait une interprétation pour la première variable, ce qu'on peut dire, c'est que les points les codes postaux avec une faible densité de population, donc qui sont en bleu ici,
ils ont des shape values qui sont négatives, ce qui en fait diminue leur probabilité d'être en zone 2. Et inversement, si on regarde les codes postaux avec une forte densité de population, ils ont plutôt des shape values positives, ce qui augmente leur probabilité d'être en zone 2. Donc, on peut faire par exemple le même raisonnement avec la densité médicale. Et en fait, en résumé, on peut dire que les codes postaux de la zone 2 sont plutôt des codes postaux plus densément peuplés que la moyenne. Alors là, on va agréger, faire une étape d'agrégation supplémentaire où là, maintenant, on va synthétiser l'impact de chaque variable par zone. Et en fait, ce graphique nous permet de voir que là, on est toutes zones confondues. Donc, ça nous permet de voir que toute zone confondue, c'est la densité de population qui est la plus pertinente, enfin la variable la plus pertinente pour segmenter nos quatre zones. Néanmoins, on voit qu'il y a quand même des différences, enfin, les variables contribuent différemment en fonction des zones, ce qui est notamment le cas pour les revenus. On voit que les variables revenus enfin, elles sont plutôt en milieu de tableau si on prend l'ensemble des zones. Mais par contre, quand on regarde les zones 2 et 3, elles avaient plus d'impact sur ces deux zones-là. Et en regardant de plus près, donc la zone 2, c'était la zone la plus riche et la zone 3, c'était la plus défavorisée. Donc voilà, ça se retrouve un peu ici. Et par contre, ce qui était intéressant aussi, c'était de voir que toutes les variables, enfin, une grosse partie des variables liées à l'activité économique, au final, avaient très peu d'impact et ne nous aidaient pas à segmenter nos quatre zones. Alors pour finir sur cette partie, donc là c'est le zonier avant-après traitement des codes postaux avec peu ou pas d'affiliés. Donc c'était notre deuxième objectif de notre modélisation, c'était compléter la carte. Donc comment on a fait ça? En fait, on a rajouté aussi, on a imposé une règle supplémentaire. En fait, on a pour choisir la classe de risque dans un code postal qui n'avait pas de données ou peu de données, en fait, on lui a affecté la probabilité maximale prédite par le modèle entre les zones de ses voisins. C'est-à-dire que si je suis un code postal et que mes quatre voisins sont soit en zone 1, soit en zone 2, je vais regarder la probabilité maximale entre la zone 1 et la zone 2. Je ne vais pas regarder la zone 3 et 4. L'idée, c'était de ne pas créer des points un peu isolés et d'avoir quelque chose un peu plus lissé. Et ça se voit assez bien sur les cartes. On voit que cette contrainte impose un certain lissage puisque la carte de droite est plus lissée que la carte de gauche. Alors, il est difficile, comme on a une maille assez fine qui est le code postal, il est assez difficile de faire une interprétation par grande zone ou grande région et dire si le sud est plus sinistré que le nord ou inversement. Mais quand on regarde la carte, on peut faire quelques petites interprétations qui est, a priori, le sud-ouest semble légèrement moins sinistré. Et par contre, il y a des régions comme Pays de la Loire, Centre-Val de Loire ou Rhône-Alpes qui, elles, qui sont classées en zone 3, qui semblent un peu plus sinistrées. Et après, pour finir, quand on passe du avant-après, entre guillemets, après avoir complété la carte, on a un peu augmenté au niveau de la zone 1, au niveau de la proportion, mais c'est le seul endroit où on a augmenté. Les autres classes sont à peu près stabilisées. Alors, donc on va arriver à la dernière étape de la méthodologie, qui est la validation de la classification obtenue. Donc, alors, pour évaluer l'impact du zonier sur le risque incapacité, on a commencé par quelque chose de simple, qui est de rajouter notre nouvelle variable dans la régression logistique multinomiale qu'on avait implémentée au tout début. Donc, en plus des critères usuels comme l'âge, la CSP, etc. Et donc, on a regardé les coefficients. On s'aperçoit que c'est plutôt satisfaisant dans le sens où plus on va vers la zone 4, plus on a un coefficient qui est important et donc plus on est risqué. Donc ça se vérifie pour toutes les durées. Donc c'était ce qu'on souhaitait. En plus, les coefficients, ils sont significatifs. Donc, ils sont significatifs par rapport à la zone 1, parce qu'on compare à chaque fois à la zone 1, mais même quand on change la zone de référence, ils étaient toujours significatifs. Ce qui veut dire que on est plutôt le zonier semble pertinent.
Ensuite, on a fait un autre élément on a utilisé d'autres techniques de validation du zonier. On a notamment appliqué le zonier sur une base de données test. Donc, tous nos travaux, depuis tout ce que j'ai présenté depuis le début, c'est basé sur les DSN de 2017-2018. Et par contre, donc, du coup, on a décidé de tester sur les DSN 2019. Il faut avoir en tête que, comme on disait tout à l'heure, plus un code postal, pardon, un résidu important, plus ça veut dire que sa sinistralité était sous-estimée quand on prenait en compte que l'âge, CSP, genre, secteur d'activité, et donc plus il est risqué. Alors, ce qu'on fait ici, du coup, c'est qu'on compare les résidus moyens par zone sur 2017-2018 et sur 2019. Alors, on va se concentrer sur les plus de 90 jours. On voit que, en fait, quand on passe de 2017-2018 à 2019, on voit que sur la zone 1, par exemple, on a augmenté, que sur la zone 2, pareil, on a augmenté, que sur la zone 3, on est stable, et par contre, que sur la zone 4, on a baissé. Alors, ça veut dire en fait que si on augmente sur les zones les moins risquées et qu'on baisse sur la zone la plus risquée, donc ça veut dire que l'écart de sinistralité entre les zones se réduit. Ça veut dire qu'on est moins bon en 2019 qu'en 2017-2018. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que si on regarde que les lignes de 2019, on voit que la zone 1 est toujours la moins sinistrée puisque c'est le résidu le plus faible. Quand on passe à la zone 2, on augmente, à la zone 3, on augmente encore, et quand on passe à la zone 4, on augmente encore. Donc la hiérarchie est quand même conservée. Néanmoins, pour vérifier si les écarts de sinistralité restent significatifs et pertinents et que notre zonier reste pertinent, on a décidé de mener un test statistique, donc de comparaison des zones entre elles par année. Donc, c'est la partie du bas. Donc, nous, on a utilisé le test statistique de Wilcoxon. L'idée est donc de valider si les écarts de risque entre les zones sont significatifs sur plusieurs années. Donc, quand on fait des tests statistiques, en fait, on doit poser des hypothèses. Donc, on pose H0, donc qui est l'hypothèse nulle. Et après, on pose une hypothèse alternative, donc notée ici H1. Et l'idée va être de choisir entre les deux. Donc, par exemple, un exemple qu'on a mis ici, donc c'est un test qu'on a implémenté dans le tableau ici. Donc là, c'est les zones 1 et 2 portent le même risque pour les arrêts de travail de plus de 90 jours. Contre, la zone 1 est moins risquée que la zone 2 pour les arrêts de plus de 90 jours. Ça, c'est ce qu'on veut vérifier. Du coup, on a fait on a implémenté les tests et on a répertorié ici ce qu'on appelle les p-values. Alors, comment on utilise les p-values? En général, on fixe un seuil à 5%. Et après, on regarde si les p-values sont en dessous ou au-dessus de ce seuil-là. Si on est en dessous, en fait, on va rejeter l'hypothèse nulle, donc on va rejeter H0 et on va conserver H1. Ça veut dire que si on est en dessous de 0,05, on va considérer que c'est H1 qui est correct et que, du coup, par exemple, dans ce cas-là, c'est la zone 1 qui est moins risquée que la zone 2. Comme dans notre cas, toutes nos p-values sont inférieures à 0,05, on voit qu'on rejette tout le temps, ce qui veut dire que à chaque fois, la hiérarchie est conservée et que ce soit pour 2017, 2018 ou 2019, la zone 1 est moins sinistrée que la zone 2, la zone 2 est moins sinistrée que la zone 3, etc. Donc, la hiérarchie du risque est conservée. Néanmoins, on remarque que quand on passe à 2019, sauf pour ici, mais sinon, on voit que la significativité baisse, ce qui veut dire qu'on est légèrement moins significatif en 2019 par rapport à 2017-2018. Donc, ça confirme un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Néanmoins, on a quand même des degrés de significativité qui sont assez importants. Et du coup, on peut considérer que notre donnée reste pertinent, même pour les données de 2019. Enfin, pour finir, donc pour conclure, ce mémoire visait à étudier la pertinence du critère géographique pour tarifer des garanties incapacité. Donc, ça s'est fait par le biais de la construction d'un zonier incapacité. Alors, quelques points clés de la méthodologie, c'est tout d'abord qu'on a utilisé des résidus d'une régression multinomiale pour construire le zonier. Et l'idée était de tenir compte des critères déjà utilisés en tarification prévoyance collective en général.
On a aussi recouru à des notions liées aux données spatiales, comme donc la structure de voisinage et la classification ascendante hiérarchique avec contrainte de proximité géographique, qui nous ont permis de construire un premier zonier. On a aussi utilisé de l'open data pour notamment attribuer une classe de risque aux codes postaux où on n'avait pas suffisamment de données. Ça nous a permis, comme on l'a dit, de compléter notre zonier. On a aussi utilisé les shape values pour expliquer notre zonier et essayer de dégager quelques petites interprétations par zone. Enfin, on a validé l'apport du zonier dans la connaissance du risque incapacité en utilisant différents outils statistiques. Donc, on a utilisé une base de tests et on a regardé aussi les coefficients de régression et notamment leur significativité. On peut donc en conclure que l'ajout de la localisation de l'entreprise dans la tarification prévoyance collective est quelque chose d'envisageable et pourrait potentiellement être un avantage concurrentiel pour l'assureur. Néanmoins, quand on rajoute un nouveau critère de tarification, il faut toujours avoir en tête qu'il faut s'assurer que la segmentation au final ne soit pas trop importante et qu'on conserve une certaine mutualisation. Néanmoins, l'avantage qu'on a dans notre sujet, c'est que comme on était centré sur l'assurance collective et qu'il y a déjà une mutualisation au sein de l'entreprise, il est possible de contrôler l'impact du zonier. Et c'est peut-être moins important que si on était en assurance individuelle. Les prochains travaux qu'il est possible d'envisager à la suite de ce mémoire, c'est d'accroître l'utilisation des données DSN chez les assureurs de personnes dans les prochaines années. Alors, ça peut avoir plusieurs objectifs, par exemple d'implémenter de nouveaux critères de tarification, parce que les DSN sont riches et on peut éventuellement trouver de nouveaux critères, enfin avoir les informations pour permettre de construire un tarif utilisant de nouveaux critères. Mais aussi, on peut avoir des objectifs qui sont sans lien avec la tarification, comme la prédiction de la sinistralité incapacité, puisque les arrêts de travail sont présents dans la DSN avant d'être répertoriés dans les bases sinistres, puisqu'on a des déclarations mensuelles avec la DSN. Et enfin, on peut aussi étendre ces travaux aux autres risques de la prévoyance, comme l'invalidité et ou le décès. Merci beaucoup de votre attention. Je vais regarder les questions et voir si je peux y répondre. Alors, première question. Alors, le sujet du mémoire, y compris les données sources, peut-il être étendu à la preuve individuelle? Alors, c'est une bonne question. Comme nous, on utilisait les DSN, du coup, on était un peu restreint sur le collectif, parce que du coup, c'est les déclarations, voilà. Mais et après, peut-être en prévoyance individuelle, à voir s'il y a un risque peut-être plus important de sursegmentation, mais je pense qu'après, c'est envisageable si on avait si on a les données. Après, il y a une autre question. Le genre est autorisé comme critère tarifaire. Alors non, le genre n'est pas autorisé comme critère tarifaire. Du coup, peut-être que ça, pour la preuve individuelle, ça répond aussi, il faudrait faire peut-être différemment du coup pour la preuve individuelle. Le genre n'est pas autorisé comme critère tarifaire, mais on peut utiliser la répartition homme-femme dans l'entreprise. Et comme nous on était en collectif, voilà, c'est ce qui peut être utilisé. Voilà. Et comme nous, en fait, j'ai parlé de genre, c'est vrai, dans la présentation, parce qu'en fait, comme on fait une modélisation à la maille individuelle, pour enlever l'effet homme-femme, voilà, et ne pas en tenir compte dans le zonier, c'est pour ça que j'ai utilisé le genre. Mais sinon,
Dans le vrai critère vraiment en tarification, c'est la répartition homme-femme qui est utilisée. Alors, quel outil vous avez utilisé pour afficher les résidus sur la carte à la MyCode postale? J'ai tout fait en R. Je pense que la quasi-totalité du mémoire est fait en R, avec peut-être avec des bouts en SQL, mais sinon tout est fait en R. Il y a des packages qui sont très bien faits, qui permettent de le faire assez facilement. Une fois qu'on a fait le code une fois, c'est quelque chose qui se répète. Enfin, c'est pas si compliqué que ça à faire. Alors, quels sont les critères de choix pour paramétrer alpha dans la méthode CAH avec contrainte géographique? Oui, alors ça, c'est une bonne question dont j'ai pas détaillé dans la présentation. C'est détaillé dans le mémoire, par contre. Et l'idée en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la perte d'information, en fait, entre la sinistralité d'un côté et la géographie de l'autre. Donc, en fait, quand on augmente alpha, comme on va lisser, on va être de plus en plus cohérent géographiquement, c'est-à-dire qu'on va avoir des zones, c'est-à-dire que les codes postaux qui sont voisins auront plus de chances d'être dans la même zone. Du coup, on va gagner en cohérence géographique quand on augmente alpha, donc on va plus lisser. Mais par contre, quand on augmente alpha, on va moins tenir compte des indicateurs basés sur la sinistralité. Donc, du coup, on va dégrader on va dégrader notre classification au sens de la sinistralité. Du coup, c'est vraiment un compromis entre ces deux approches. Alors après, il y a une question. Bonjour, est-ce que des essais ont été réalisés à la Maïris, qui est souvent beaucoup plus intéressante pour prendre en compte l'hétérogénéité des répartitions des populations et de leur profil socio-économique, souvent trop agrégés à la maille code postale, notamment dans les zones à forte densité? Alors oui, c'est sûr que Iris, c'est beaucoup plus précis. Donc la maille Iris, c'est une maille infracommunale pour les grandes communes. En fait, l'INSEE, dans son découpage, pour les petites communes, donc l'IRIS, c'est à peu près la commune. Mais par contre, pour les grandes communes, en fait, la commune est divisée en plusieurs IRIS. Et après, du coup, il y a les stats de l'INSEE sont faites à cette maille-là. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus fin et c'est beaucoup plus précis. Pourquoi on n'a pas utilisé l'IRIS? C'est parce qu'en fait, déjà en DSN, on a le code postal. Donc, c'est déjà peut-être la raison principale. Du coup, on ne pouvait pas rapprocher avec la sinistralité. Et voilà. Et après, pour juste prolonger un peu la question, quand on a choisi entre code post, enfin, on a choisi la maille du code postal. Ce qu'on a trouvé pas mal avec le code postal, c'est que, par exemple, dans les grandes villes, si par exemple vous prenez enfin, Paris, c'est découpé en arrondissements, mais même si on prend par exemple Toulouse, donc il y a plusieurs codes postaux dans Toulouse, alors que si on aurait fait un zoning à la maille commune, toutes les communes enfin, la commune de Toulouse était tout ensemble. Et l'avantage de prendre le code postal, c'est que ça divise un peu les grandes communes. Donc en fait, sur ce point-là, c'était pas mal. Et en plus, à l'inverse, quand on regarde les petites communes, dans les petites communes, plusieurs petites communes font un code postal et du coup, ça permet d'agréger euh, l'information contenue, enfin, d'aller plus loin que la commune pour les petites communes. Donc, c'était vraiment un avantage dans les deux sens. Le code postal permet de segmenter les grandes communes et ça permet entre guillemets, je peux dire, fusionner les petites communes. Si on avait quand on a eu à faire le choix entre la commune et le code postal, c'est vraiment le, l'argument qui a tenu. Comment avez-vous géré la corrélation entre les codes postaux et les secteurs d'activité? Idem entre l'âge et la CS et le code postal. Alors là, l'idée de comment on gère la corrélation, c'est la raison pour laquelle on a utilisé les résidus.
L'idée, c'est que comme on regarde la sinistralité en fonction, comme on regarde la sinistralité, donc en fonction au tout début, quand on a fait la régression multinomiale, donc on a mis les variables comme les secteurs d'activité, l'âge et la CSP, pardon. Donc on a mis ça dans l'équation, et l'idée c'est que les résidus sont décorrélés de ces variables, et donc du coup comme nous on utilise les résidus, a priori on n'a pas ce problème-là. Bon, je vais aller trop vite. Alors, comment expliquer l'importance des variables de densité dans le modèle et inversement le peu d'informations qui semblent apporter les données économiques, emploi, chômage, ce qui me semble contre-intuitif. Alors là, j'étais assez surpris aussi du peu d'importance des variables économiques. Par contre, sur les densités, moins surpris dans le sens où on voyait, les variables étaient assez corrélées. Donc, on voyait par exemple que quand en fait, ça permettait de segmenter les zones, et on voyait que par exemple la zone 2, c'était la plus densément peuplée, et c'était aussi par exemple la plus riche. Donc, c'était vraiment, quand on regardait plus près, c'était essentiellement les grandes métropoles qui étaient dans cette zone-là. Et à l'inverse, il y avait la zone 3 qui était un peu moins densément peuplée, mais qui avait des revenus qui étaient vraiment plus défavorisés. Donc, c'est vrai que c'était difficile de faire une interprétation entre guillemets, j'allais dire simpliste, pour dire la zone 1, c'est la plus pauvre ou la plus riche, et inversement, la zone 4, c'est là où il y a le plus de médecins ou le moins de médecins. Enfin voilà, ça aurait peut-être été trop facile d'avoir quelque chose comme ça. Après, j'ai une question sur est-ce que ces observations via une approche géographique sont cohérentes par rapport à ce que l'on observe sur des modèles sans géographie? C'est une bonne question. J'avoue qu'on n'a pas mené. C'est vrai que j'ai pas répertorié de résultats. Ah si, pardon, dans le mémoire, je l'ai fait. Mais c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai oublié, mais c'est vrai qu'on a fait un modèle sans utiliser la géographie. Et, mais c'est une bonne question. On a utilisé, donc l'idée, c'était est-ce que ces observations via une approche géographique sont cohérentes par rapport à ce qu'on observe sur des modèles sans géographie? Voilà, il me semble que c'est quand même assez proche, mais voilà. Sur les questions pratico-pratiques, donc est-ce que le zoning a été mis en œuvre, et est-ce que les gains en termes de marge grâce à la meilleure tarification ont été quantifiés? Donc je ne sais pas si je peux répondre trop à ces questions, mais l'idée est en fait, c'est vrai que dans le mémoire, je me suis un peu surtout plutôt sur la présentation, je me suis centré sur l'utilisation en tarification, mais vraiment pure dans le sens où on rajoute le critère dans la tarification. Après, il faut avoir en tête qu'on peut l'utiliser de différentes manières. On peut notamment l'implémenter, voir par exemple au niveau des redressements. Est-ce qu'on se dit que les entreprises qui sont dans des endroits sursinistrés, peut-être on va être plus dur quand on va redresser, enfin, on autorisera moins de dérogations par exemple, ou, ou peut-être faire une corrélation avec la fraude, voir si là où on juge qu'il y a une sursinistralité, voir est-ce qu'il y a plus de fraude, ou du moins peut-être aller plus chercher des fraudes dans ces zones-là. C'est vrai qu'il y a plusieurs utilisations, et donc c'est à voir.
Hum, Alors, bonjour, dans la CAH, quelles sont les variables utilisées? Seulement les variables INSEE, la valeur des résidus, les variables contrat au client. Alors, dans la CAH, donc j'ai pas utilisé de variable contrat ou client dans tout le mémoire. Donc là, c'est vrai qu'on n'avait pas ça. On n'avait pas ça à disposition. Et du coup, qu'est-ce qu'on a utilisé dans la CAH? La CAH, donc en fait, c'est vraiment les données sur les résidus. Donc, les indicateurs qu'on a créés, donc c'est ça, et couplé avec le poids qu'on accorde à la proximité géographique pour lisser plus ou moins les effets. Voilà, les variables INSEE, ça intervient après. Alors, bonjour, sous quel outil avez-vous réalisé votre étude? Votre mémoire sera-t-il disponible en ligne? Oui, je pense, normalement, il doit être disponible sur le site de l'Institut Actuaire. Et sous quel outil j'ai réalisé l'étude? Donc, pour la pub, ça sera Dataiku. C'est un outil c'est un IDE de machine learning. Enfin, c'est un outil qui permet de faire du machine learning assez facilement et il y a beaucoup de fonctionnalités, notamment on peut coder en plein de choses, que ce soit R, Python, SQL, c'est vraiment très bien pour partager entre actuaires, data scientists. Quand on travaille sur les mêmes projets, c'est plutôt pas mal. Hum, Oui, alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Je ne comprends pas bien si on va chercher l'adresse de l'individu ou l'adresse de l'employeur. A priori, l'adresse de l'individu n'est pas connue en souscription nouvelle pour du collectif, donc quel est l'apport réel de la DSN? C'est vrai, du coup, c'est l'adresse de l'entreprise. C'est bien l'adresse de l'entreprise qu'on veut utiliser, puisque comme vous le dites, c'est bien en souscription nouvelle, ça sera l'info qu'on aura. Donc voilà, l'idée c'est de tarifer en fonction du code postal de l'entreprise. Ce qui limite un peu peut-être que si on utilisait l'adresse de l'individu, donc c'est certes c'est plus pertinent peut-être par rapport aux données INSEE parce que c'est plus on va dire corrélé à la vie réelle. Enfin, ça représente plus enfin, ce que les données apportent par rapport enfin, au modèle, mais c'est vrai qu'après, d'un point de vue éthique, c'est peut-être plus, enfin, c'est plus confort d'avoir l'adresse de l'employeur que plutôt l'adresse de l'individu. Alors là, quid du niveau des garanties? Cette information a-t-elle été considérée comme d'une manière ou d'une autre? Alors oui, en fait, enfin, c'est vrai que je l'ai pas expliqué ici, mais en fait, quand on a fait la CAH juste avant, en fait, en fonction des modalités qu'on utilisait sur les arrêts de travail, donc les arrêts de travail 0-15 jours, 15-30, 30-90, plus de 90, en fait, il y avait il y avait en fait, en fonction des franchises qu'on a en portefeuille, en fait, on a pondéré plus ou moins certaines modalités. Donc, notamment, plus les arrêts étaient longs, plus on leur accordait du poids parce que plus il y a plus on va les indemniser. C'est pour ça qu'on accordait plus de poids aux arrêts longs et moins aux arrêts les plus courts. Je crois je crois qu'on est bon et je pense qu'on arrive à la fin du temps. En tout cas, merci beaucoup merci beaucoup de m'avoir suivi. Euh, Très bonne journée à tous, à toutes et à tous.
Merci.